Nouveau journal suédois télévision, bienvenue à tous à la une de cette édition. Il aura fallu de nombreuses discussions, des accrochages incisifs et 3 jours de séances plénières. Mais au final, le nouveau code électoral du Bénin est enfin voté. Le point de toute cette tractation dans un instant. 2019, la prochaine rentrée scolaire est déjà imminente, mais où en sont les préparatifs sur le front des négociations gouvernement-syndicat après une année scolaire 2017-2018 très largement perturbée? Les syndicalistes répondent à cette question dans un instant. Et puis 48 morts, c'est le dernier bilan en date de l'attaque d'une base militaire jeudi à Zari dans le nord-est du Nigeria. Un attentat attribué à la secte islamiste Boko Haram qui sévit depuis plusieurs années dans le pays. À nouveau, bienvenue à tous. Si vous venez de nous rejoindre, merci de nous préférer pour vous informer. « 249 millions de francs CFA de caution pour les législatives, 250 millions pour la présidentielle. Les députés béninois ont introduit d'importantes innovations dans le code électoral du Bénin. Le vote final a eu lieu au bout de 3 jours de tractation au Palais des gouverneurs à Porto-Novo le lundi 3 septembre 2018. Suivons ici le point de ce vote avec Amen Didier Rumpenoundi et Romaric Devauchy. Les amendements ont été faits pour parfaire ce texte de loi tel que proposé par la commission des lois. L'honorable Guy Mitokpe sur la question de la représentativité au plan national et la promotion électorale de la jeunesse fait des propositions. La disposition du présent code qui prévoit que seuls les partis qui auront recueilli 15% du suffrage pourront se voir attribuer des sièges. J'ai proposé 1% à ce niveau. 1% au lieu de 15%. Concernant l'âge des jeunes, le Parlement, il n'y a pas très longtemps, avait fait de l'activisme autour de la question des femmes, mais les jeunes se voient discriminés, si je peux m'exprimer ainsi, chaque fois sur la question. Donc c'est le moment pour nous, si tant est que nous continuons d'avoir de l'amour pour ces jeunes, que le Parlement puisse accepter, que nous puissions passer de 25 ans à 18 ans. L'honorable Claudine Prudencio va soutenir la question de l'élection des jeunes en proposant ramener l'âge à 20 ans au lieu de 25 ans retenu dans le rapport. Elle n'a pas manqué de suggérer l'augmentation du nombre de sièges dans certaines circonscriptions électorales, telles dans la 6e circonscription électorale. Dans la 6e circonscription électorale, qui regroupe Agboumé, Calaviso, Ava et Zé, jusqu'à ce jour, il y a 4 députés seulement. Alors qu'à Cotonou qui est moins peuplé que cette circonscription électorale, a 9 députés. Mais aujourd'hui, Agboumé Calavi est une cité dortoir, Monsieur le Président. Il faut absolument corriger cette disparité et c'est dans ce code-là qu'il faut le faire. Ce n'est pas la Constitution, c'est le code électoral, le problème des jeunes. La charte des partis politiques dit que quand on a 18 ans, on peut créer son parti politique. Et là, dans ce code, pour aller aux élections, il faut avoir 25 ans. Je ne sais pas. Le jeune qui crée son parti politique à 18 ans doit attendre 7 ans avant d'aller aux élections. On veut l'envoyer en formation durant 7 ans ou bien c'est quoi? Monsieur le Président, je veux comprendre. Prudencio, Aïvo Kouzi et Dianotin ont proposé que le nombre de députés de la 6e circonscription, c'est ça, hein, soit augmenté. Voilà. Et un autre collègue a dit statu quo. Donc, il faut passer au vote entre statu quo et augmenter
ça va plus vite. Ainsi, plusieurs amendements ont fait l'objet de rejet par la commission et la plénière. Il y a eu aussi la question de l'incompatibilité avec la fonction de député qui n'est pas passée inaperçue. Enfin, sur la question de la représentativité au plan national, d'autres députés ont plaidé pour que la plénière accède à la requête de ramener ce pourcentage de 15 à 10%. Nous avons des fiefs. On ne peut pas, instituant un pourcentage trop élevé au niveau national, empêcher ou annuler totalement les voix que ces partis politiques-là vont obtenir au niveau, n'est-ce pas, de leur fief. C'est pourquoi je propose que le pourcentage pour être éligible, que ce pourcentage soit revu à la baisse. Enfin, après l'examen des 7 livres, article par article, soit au total 396 articles de ce code électoral, ce texte de loi soumis au vote a été adopté à l'unanimité, moins 18 voix. Voilà, maintenant, restons toujours à l'Assemblée nationale où présent sur les lieux tout au long des débats, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a pris la parole à l'issue de ce vote pour féliciter les députés. On écoute Maître Séverin Kenom au micro de Amen Didier Rompenouji et toujours Romaric Devoshi. C'est remercier l'ensemble des députés pour ce vote favorable et largement consensuel. Il témoigne à mes yeux, Monsieur le Président, Messieurs les députés, de votre attachement à la modernisation de notre État et à un meilleur ancrage démocratique. Je voudrais, par-delà, vous remercier les uns les autres pour la méthode, parce que il y a eu d'abord proposition de loi, il y a eu séminaire, il y a eu discussion en plénière, avec la richesse que j'ai notée la dernière fois. Ce talent patriotique mérite qu'il soit salué. C'est ce que je fais au nom du gouvernement. Je voudrais également remercier les autres petites mains qui ont contribué à l'élaboration de ce nouveau code. Notre pays, qui nous est cher à tous, peut-être à divers degrés, mais qui nous est cher, mérite d'être réformé. Et que chaque jour qui passe, ou chaque jour que nous avons la possibilité de travailler dans ce sens, que nous nous y mettions comme des citoyens, comme des patriotes, sans exclusive, ni sans appréhension, parce que je l'ai dit, nous avons un peu comme des susceptibilités ou des suspicions qui sont réciproques. Le temps est venu de les transcender et que nous puissions travailler la main dans la main pour que ce pays-là se lève. La rentrée scolaire 2018-2019 est censée s'ouvrir au Bénin le 17 septembre prochain. Mais nul n'a oublié les nombreuses perturbations qui ont manqué de peu de faire invalider l'année scolaire antérieure. C'est la raison pour laquelle une équipe de la rédaction d'Eden Télévision et Diaspora FM est allée s'enquérir auprès des responsables syndicaux du Bénin de l'état des négociations avec le gouvernement en prévision d'une année scolaire apaisée. Leur réponse au micro de Carole Olaye et Fiacre Voyitan. L'école béninoise rouvrira ses portes le 17 septembre 2018. À l'orée de cette rentrée scolaire, comme à l'accoutumée, aucune initiative pour garantir une année apaisée aux apprenants et enseignants. Pour avoir sauvé l'année scolaire 2017 de justesse, le gouvernement béninois tarde à relancer les pourparlers avec les partenaires sociaux. Une situation qui, selon les syndicalistes, n'augure pas d'un bon déroulement des activités pédagogiques. D'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore annoncé la possibilité de discuter, mais nous savons très bien, en ce qui nous concerne, nous préparons ardemment la possibilité de pouvoir échanger avec le gouvernement sur les problèmes qui pourraient perturber ou amener des contraintes pour l'année scolaire. Ce qui est fait maintenant, c'est les affectations. Les gens qui ont fait grève, qui sont au nord, sont affectés au sud, sans leur demande. Ceux qui sont au sud sont affectés au nord,
C'est ce qui est fait pour avoir une rentrée apaisée. Y compris même des directeurs d'école. Il y a des gens qui sont à 1 an, 2 ans de la retraite, 5 ans de la retraite. Ils sont affectés, déchargés même. Et on les a balancés un peu partout, au primaire comme au secondaire. Même des responsables syndicaux. En plus, nous savons très bien que pour aller aux négociations, c'est le gouvernement qui convoque. Si le gouvernement n'a pas pris le devoir convoquer, il semble-t-il qu'il est dans la logique de laisser pourrir la situation. Peut-être pense-t-il que nous sommes sortis suffisamment affaiblis de la dernière crise et que, en termes d'action syndicale, il n'a pas à craindre quoi que ce soit. Ce serait une erreur. Une crise qui n'a pas été sans conséquence sur les résultats scolaires de l'année écoulée et qui interpelle tous les acteurs de l'éducation, à savoir enseignants, gouvernants, apprenants et parents d'élèves. Et pourtant, plusieurs réformes du gouvernement sont annoncées afin de régler les maux qui minent le secteur de l'éducation béninoise. Des réformes qui, pour les syndicalistes, seront infructueuses si les revendications ne sont pas prises en compte. Quelle est la préparation qui est faite pour aller vers là? Maintenant, non seulement les conditions matérielles requises ne sont pas remplies, mais en plus de ça, la ressource humaine qui doit avoir une certaine motivation, un certain apaisement d'esprit pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. On fait tout pour la mépriser, cette ressource humaine. Il y a les questions des contractuels. Une question urgente où des gens sont restés sans salaire depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Les éducateurs et éducatrices de la maternelle sont sans salaire. Certains même ont des contrats, sont sans salaire. D'autres travaillent sans contrat. Et l'avance sur salaire qu'on leur payait a été coupée. D'autres qui sont des contractuels qui sont restés sur le même salaire depuis 10 ans, sont restés comme ça. Aucune satisfaction n'a été donnée. Et ces problèmes-là, nous nous battrons pour que le gouvernement puisse apporter les éléments de réponse qu'il faut pour que les différents acteurs soient en confiance pour pouvoir démarrer la nouvelle année. De toutes les façons, vous savez, en matière de dialogue et de relations, c'est une question de rapport de force. Et nous savons que les forces, en ce qui nous concerne, n'ont pas été entamées. Donc nous avons encore les moyens de faire les pressions qu'il faut pour obtenir les résultats. Des mises en garde qui non seulement interpellent le gouvernement, mais aussi les parents d'élèves qui restent passifs dans ce bras de fer entre les centrales et confédérations syndicales et le gouvernement. Vous le savez déjà, en vertu d'un décret présidentiel en date du 25 juillet 2018, il est instauré à compter du 3 août 2018 une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public. Pour les réseaux sociaux, il s'agit d'une taxe de 5 francs CFA par mégaoctet consommé sauf erreur de notre part. Cette mesure a suscité le mécontentement des internautes dont certains donnent leur avis ici sur les taxes sur les réseaux sociaux. Propos recueillis par Fréjus Serrolan et Fréjus Fiossi. C'est l'Internet qui fait tout maintenant sur tous les travaux maintenant sur le plan mondial. C'est l'Internet qui fait tout. Donc si le gouvernement peut essayer de faire quelque chose et diminuer le coût, ça serait bien. Et augmentation, c'est pas bien. Pour augmenter, c'est pas bien. Je pense que d'une certaine façon, c'est empêcher les jeunes de travailler dans le domaine du numérique au Bénin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour travailler dans le domaine du numérique, il faut avoir accès à l'Internet et surtout c'est à travers des images que ça se passe. Il faut faire des petites vidéos, des images pour intéresser les gens. Et donc je me dis, si on doit dépenser plus, ça va être compliqué, surtout pour les jeunes qui ont du talent mais qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que le numérique au Bénin, c'est maintenant que ça a commencé par prendre. Donc nous avons plein de startups qui commencent par innover, par créer des solutions innovantes pour les entreprises ainsi que pour l'administration publique. Et donc si on doit tasser à nouveau leurs mots, je pense que c'est tuer déjà leur initiative. Et donc je voudrais vraiment prier le gouvernement. Je sais que nous avons besoin d'argent pour financer nos activités, surtout les projets de développement du pays. Mais si on peut aussi dans le même temps aider les jeunes à entreprendre et aider à résorber le problème du chômage, ce serait très intéressant. La décision, elle est d'un côté salutaire, mais également il ne faut pas voir les choses dans seulement un sens. Il faut les voir également autrement. Donc lorsqu'on va vouloir regarder, lorsqu'on va vouloir voir cette décision sous un autre angle,
on dirait que ça nous punit un peu, quoi. Parce que nous aurons du mal à être en contact, à être connectés à nos parents qui ne sont pas ici au Bénin, mais qui sont à l'extérieur. Imaginez quelqu'un qui, simplement à travers son téléphone, est en connexion et en contact avec ses parents qui sont à l'autre bout du monde, c'est-à-dire l'Europe, les Amériques, tout ça. Donc ce jeune-là, il serait confronté à l'achat d'unités. Vous connaissez le coût. Hors de Cotonou, descendons dans l'une des villes historiques du Bénin, Alada, où le tronçon menant du centre de la ville vers l'arrondissement de Togoudo, une voie de terre, est aujourd'hui totalement dégradé. Les usagers de cette route souffrent le martyre chaque fois qu'ils veulent se déplacer. Et Laurent Roland-Tonnet, Inkes et Fiacre Voitan se sont rendus sur les lieux. Voici le reportage. Voici l'aspect que présente le tronçon Alada Centre, arrondissement de Togoudo, dans la commune d'Alada. Une voie complètement dégradée qui fait souffrir les usagers. Se rendre dans l'arrondissement de Togoudo et les localités environnantes par ce tronçon est depuis des mois un calvaire. Vraiment, la voie là, c'est pas du tout facile pour nous. On souffre trop, nous souffrons trop sur la voie. Même si les malades, une femme enceinte ou bien les malades souffrant pas sur la voie là, c'est difficilement que nous traversons. Ça, c'est très difficile pour nous. La voie est totalement dégradée. Les populations éprouvent beaucoup de difficultés pour effectuer les activités. Des fois, sur la voie qui quitte Togoudo pour Alada, ils sont victimes des cas d'accidents. D'autres finissent mal à l'hôpital. Une situation qui passe sous silence bien que cet arrondissement dispose des cadres et leaders politiques. La commune d'Alada a un maire et cet arrondissement dispose également d'un chef. Et pourtant, cet état de choses perdure. Les populations ne les voient qu'en période électorale. Cette voie donne accès à un hôtel de la commune et au palais royal d'Alada qui, selon l'histoire, est le berceau de la royauté au Bénin méridional et berceau du Vaudou. À Togo ici, nous avons des politiciens. Nous avons des élites, nous avons des intellectuels. Ils ont le bagage intellectuel qu'il faut. Mais on les trouve simplement lors des élections, des campagnes électorales. Ils viennent pour corrompre la population avec des paroles mieureuses. Ils ne font rien de bon. Nous sommes natifs de Togoudo et on a beaucoup de leaders politiques à Togoudo ici. Et chaque fois quand on les présente le problème de la route, vraiment c'est difficile. On ne nous dit rien. Mais je suis découragé par rapport à la situation de cette voie-là. Parce que pour quitter Togoudo en ville, c'est difficile. Et nous avons le palais royal d'Alada qui est là. C'est à partir de ce palais que le royaume d'Abomey est né. C'est à partir de ce palais que le royaume de Porto-Novo est né. Et tout le monde quitte n'importe où pour arriver au palais ici. Et c'est difficilement les gens viennent visiter le palais. Et c'est très mal. J'invite les politiciens, nos maires, nos intellectuels, pour qu'ils aident la population à quitter ce problème qui les secoue chaque jour. Cette voie a été identifiée pour être bitumée depuis l'ancien régime, mais depuis l'avènement du régime de la rupture, ce projet semble être classé. Mais à défaut des actions du gouvernement, la mairie est censée faire quelque chose. À ce niveau également, rien. Les leaders politiques et cadres de cette localité de la commune d'Alada sont appelés à faire taire les intrigues politiques et de penser à soulager les peines des populations. Hors du Bénin à Zari, dans le nord-est du Nigeria, le bilan de l'attaque d'une base militaire jeudi par Boko Haram s'est alourdi à 48 morts. Et les habitants de la ville vivent dans la peur d'autres attaques. Reportage. Le groupe djihadiste Boko Haram a tué au moins 48 soldats jeudi dernier dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du Nigeria, a appris l'AFP lundi de sources militaires. Un chiffre alourdissant le bilan précédent qui faisait état de 30 morts. Une autre source militaire contactée sur place fait état du même bilan, indiquant également que l'attaque a blessé 20 soldats en plus des 48 tués. L'armée nigériane a officiellement reconnu un combat important entre les soldats et les insurgés, mais n'a fait état pour l'instant que de plusieurs insurgés tués, niant toute perte de son côté. L'attaque a été revendiquée dans un court communiqué du groupe de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest.
Modou, victime de l'attaque, demande un effort supplémentaire aux militaires dans le combat contre les djihadistes. Les forces armées font de leur mieux sur le champ de bataille, mais Boko Haram a tué beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi nous appelons les forces armées sur le front de guerre contre Boko Haram à faire encore plus d'efforts. L'insurrection de Boko Haram et sa répression par l'armée ont fait plus de 20 000 morts et quelques 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Les habitants de Zaré originaires des villages voisins ont peur de quitter ce village pour regagner leur terre de peur d'être interceptés en chemin par Boko Haram. Nous ne retournons pas facilement à la maison, même si la paix est totalement rétablie dans notre ville d'origine, parce qu'ils nous attaqueront quand même sur le chemin de retour. Selon des organisations non gouvernementales, 11 millions de Nigérians ont un besoin urgent d'aide humanitaire du fait de l'insurrection de Boko Haram et de la réplique de l'armée nigériane. En plein sommet Chine-Afrique à Pékin, où se trouvent actuellement la plupart des chefs d'État africains, des leçons de mandarin ont le vent en poupe dans un de leurs pays, en l'occurrence le Malawi. Il serait près d'1 millier de personnes à apprendre le chinois dans l'un des 25 centres ouverts dans ce pays par l'Institut Confucius, dans 4 villes de ce pays justement. Reportage. Alors que l'influence chinoise augmente au Malawi après l'établissement des relations diplomatiques par les deux gouvernements, il y a 12 ans, beaucoup de Malawites s'inscrivent pour apprendre le mandarin dans l'espoir de se rendre en Chine à l'avenir. Le directeur de l'Institut Confucius au Malawi affirme que plus de 1000 Malawites, y compris des étudiants et des hommes d'affaires, suivent des cours de chinois dans 25 centres d'apprentissage établis dans 4 villes du pays. Selon lui, l'apprentissage du chinois a un double avantage sur le plan de la formation et sur celui de l'emploi. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui offrent des opportunités de travail. Si vous savez parler chinois, le lire, l'écrire, ça sera plus facile de travailler dans ces entreprises chinoises. Quand vous apprenez le chinois, vous avez plus de chances d'entrer dans le programme de bourse du gouvernement chinois et d'aller étudier là-bas. Jusqu'à présent, tous les Malawites qui ont été passés des diplômes, des masters ou des doctorats en Chine ont dû passer 1 an à l'université pour apprendre le chinois. Donc si vous apprenez le chinois ici au Malawi, vous économisez 1 an. Mpondé, étudiante, suit les cours de chinois pour faire des affaires en Chine. Je veux apprendre le chinois dans le but peut-être d'aller en Chine pour faire du business. Vous savez, le monde est tel que vous pouvez aller en Chine pour voyager, pour étudier ou pour les affaires. Et pour moi, ce ne sera pas trop dur de parler aux gens. Je n'aurai plus la barrière de la langue. Contrairement aux idées reçues sur les difficultés liées à l'apprentissage de la langue chinoise, il convient de faire une nuance. Ce n'est pas trop difficile, ça dépend de la finalité. Si le but c'est de devenir un traducteur professionnel, ça peut être assez difficile. Mais si vous voulez avoir les bases de la communication, c'est très simple. En 2 ou 3 mois, vous pourrez apprendre la langue et la parler. Pour le directeur de l'Institut Confucius au Malawi, l'introduction de la langue chinoise favorisera les échanges culturels et les liens commerciaux entre les deux pays. Les Malawites bénéficiant davantage de la Chine, deuxième économie mondiale après les États-Unis d'Amérique. En août, l'ambassade de Chine au Malawi a annoncé qu'elle allait octroyer 1000 bourses à des étudiants malawites du premier cycle au doctorat. Les personnes ayant des connaissances de base en mandarin seront exemptées d'une année de cours de langue en Chine. L'Institut prévoit également la création des collèges de langue chinoise dans toutes les villes du Malawi où les étudiants peuvent obtenir un diplôme en mandarin. Parlons maintenant de football. Retour donc au Bénin où la disqualification de l'équipe nationale cadette du tournoi UFOA Zone B des éliminatoires de la CAN U17 Tanzanie 2019 pour tricherie sur l'âge des joueurs continue de faire des vagues. Suivez ici les réactions de quelques férus du football qui se sont prononcés sur le sujet. On les écoute au micro de Laurent Roland-Toninkes et Fréjus Fiercy. Je pense que notre football a de sérieux problèmes. Et la nouvelle, elle est tellement mauvaise. Et ça constitue en même temps un point focal pour que le nouveau président de la Fédération béninoise de football, M. Deschacus, puisse prendre ses responsabilités. Et plus loin encore, le ministre Oswald Homeki, qui est un homme de parole, puisse aussi travailler pour que les têtes puissent tomber. Parce que nous ne pouvons pas comprendre pour une telle compétition, les gens puissent participer pour qu'à Lomé on nous recale et disqualifie notre pays. Je pense que c'est une honte pour le sport national. C'est quelque chose qui frappe un peu, ça fait un peu mal. Vous savez, l'enjeu du football béninois, ou de tous les pays, c'est de permettre aux plus talentueux de représenter valablement leur pays. Qu'on en vienne à ce que
l'on élimine des gens à cause d'un critère d'âge, je trouve que c'est un peu rigoureux. Personnellement, je pense que la Fédération béninoise de football a manqué d'un peu de rigueur par rapport à ça. Sinon, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a quand même pris les dispositions nécessaires. Mais je pense que c'est la fédération qui a manqué d'un peu de rigueur. Je pense que c'est cela. Vous voyez, c'est ce que nous regrettons dans ce pays. Hein. C'est l'image même du Bénin, ça. Hein, et pour accéder à n'importe quelle chose dans ce pays, il faut frauder. Il faut frauder. C'est dommage. Vraiment dommage parce que c'est l'image du pays qui est souillée à l'international. Nous envoyons donc nos garçons qui ont subi des tests ici, qui ont certainement révélé qu'ils étaient en âge. Mais voilà que l'analyse IRM à l'étranger a révélé que 10 joueurs sur je ne sais quoi, combien, 18 joueurs sur 18 ne sont pas en âge, qu'ils ont fraudé. C'est dommage, c'est simplement dommage. Je le regrette. Monsieur Deschacus Mathurin, qui vient d'être élu président de la Fédération béninoise de football, a du pain sur la planche. Il doit donc faire le ménage au sein de notre football pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Demeurez en notre compagnie partout où vous êtes grâce à nos interfaces Internet, Twitter, Facebook et YouTube. À très vite.